Moi, je m'appelle Charles, je travaille chez Decathlon et je vais vous raconter un projet qu'on a fait en collaboration avec Autodesk et notre division qui adresse les sports de cyclisme et de vélo de course en particulier. Je vais commencer par quelques mots sur Decathlon. Notre mission, c'est de rendre le sport accessible au plus grand nombre. Et on adresse énormément de marchés de sport, mais à chaque fois, notre préoccupation, c'est de faire en sorte que ce soit le plus universel possible. Je vais vous donner quelques chiffres. C'est vrai qu'en France, on connaît très bien l'enseigne Decathlon. On sait un peu moins ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, Decathlon, c'est plus de 100 000 collaborateurs. On développe 3600 nouveaux produits par an. On a à peu près 300 designers dans les équipes de conception, plus de 1000 fournisseurs partout dans le monde. Et depuis 2019, on a accéléré assez fort sur les produits éco-conçus avec plus de 400 produits l'année dernière. On a fait à peu près le double en 2020. Notre objectif étant d'être à 100% en 2026. Mon job chez Decathlon, c'est de leader un studio qui s'appelle l'Advanced Design. Notre rôle, c'est d'explorer ce qu'on fera dans 10 ans. Euh, on n'a pas de boule de cristal, hein. L'idée, c'est de construire une intuition de ce qu'on pourra apporter dans 10 ans à nos utilisateurs pour prendre des décisions demain. L'idée, c'est de concevoir avec les équipes une vision commune du futur et de prendre des décisions demain matin qui vont nous emmener dans cette direction-là. Dans ce cadre-là, on a travaillé sur un projet depuis 2 ans où la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on va dessiner un produit Decathlon dans 10 ans dans un monde qui change autant. Et on a identifié 5 axes importants, le développement durable, l'intelligence artificielle dans la création, la co-création et la co-identité, le business de l'usage et l'évolution de l'identité ou de la posture de Decathlon dans le futur. Et donc, le projet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une partie de ce projet-là qui est centrée sur le vélo de course. Et en fait, quand on commence un projet chez Decathlon, l'idée, c'est toujours que ce soit l'utilisateur qui soit au cœur de nos préoccupations. Et donc, avant de vous parler d'IA, je vais vous parler du pourquoi et de comment on travaille sur l'utilisateur et au service de quoi on a souhaité travailler avec l'intelligence artificielle. Chez Decat, on commence, et là, sur ce projet-là, on a commencé avec un process un peu particulier, où on est allé vivre plusieurs jours avec plein d'utilisateurs dans plein de domaines différents. On a fait des films avec ça, ce qu'on appelait User Safari. Et à partir des films, on a conçu une expérience client, une expérience utilisateur des produits qui nous semblait idéale. Et puis, on l'a transformé en BD. Alors, le choix de la BD il peut paraître un peu étonnant dans une multinationale comme Decathlon. L'idée derrière, c'est que quand on crée une BD, on crée des personnages, des situations, des émotions. Et nous, on a à cœur de mettre beaucoup d'humains dans la façon dont on répond aux besoins. Et donc, le passage par la BD, c'est notre façon de détecter comment est-ce qu'on va mettre de l'humanité dans les réponses qu'on apporte aux utilisateurs. Et quand on a écouté les cyclistes, alors là en l'occurrence, on travaillait sur des gens qui font du chrono, donc c'est l'épreuve la plus, on va dire, la plus Formule 1 du vélo. On a compris que leur rêve secret, si on était leur meilleur pote, ce qu'il fallait leur faire vivre, c'est l'expérience d'une team pro. Et on a essayé de décomposer ce qui se passe dans une team pro et qu'est-ce que ça veut dire de vivre cette expérience-là. La première chose, c'est que dans une équipe pro, il y a des coéquipiers, des événements, des entraînements en physique, en virtuel, des rencontres. Donc, on s'est dit, bah, OK, on peut créer ça de manière différente avec le digital, avec des outils comme ça. Et puis, dans une équipe pro aussi, on a un mécanicien. Et donc, on s'est dit, bah, dans nos vélos, on a des puces RFID pour la supply, par exemple. On peut imaginer qu'on approche notre téléphone du vélo et puis qu'on a Fabrice, le mécanicien, qui va venir nous proposer de nous aider à régler le vélo, de régler le vélo, d'entretenir le vélo, de grader des pièces pour plus de performance. Et dans une équipe pro, il y a évidemment la voiture du directeur sportif qui va vous assister. Là, on s'est dit, bah, ça, si on veut le rendre accessible au plus grand nombre, il faut qu'on divise le coût, il faut qu'on divise l'effort. Donc, on s'est dit, bah, on pourrait imaginer une sorte de cagnotte Litchi et on a une dizaine de membres de l'équipe virtuelle qui vont se retrouver un jour au pied du Ventoux et en cotisant ensemble dans la cagnotte de l'équipe, ils vont pouvoir avoir accès à des services de l'équipe pro. Dans une équipe pro, on a aussi accès au dernier prototype du lab de développement du matériel. Et donc, on s'est dit, mais on a plein d'opportunités aussi dans le monde de demain avec des solutions comme Zwift ou Peloton
de pouvoir mettre à disposition de tous les membres de l'équipe en virtuel nos prototypes, notre gamme, nos derniers vélos, donc de pouvoir essayer dans le monde virtuel des vélos qui existent en vrai, de les faire connaître. Et puis, à un moment donné, on s'est dit aussi, il y a la connexion à mon vélo. Dans une équipe pro, on a un vélo qui est fait sur mesure, donc on a une étude posturale, et puis à partir de là, on définit la longueur de l'ensemble des tubes, la façon dont on construit le vélo autour du coureur. Et ça permet d'avoir le vélo le plus performant juste fait pour moi. Et c'est là où on a commencé à penser un peu à intelligence artificielle et additive manufacturing. Et on s'est dit, mais c'est important aussi pour la phase de fabrication, parce que quand on a un vélo qui est fait sur mesure pour un coureur, on a envie de pouvoir assister à la naissance de ce vélo-là, comprendre comment il a été conçu, etc. Et donc, c'est très vite posé la question dans notre vision de comment est-ce qu'on crée ce vélo sur mesure pour chacun. Et à ce moment-là, on est tombé sur Autodesk et sur le Generative Design, et en particulier sur ces images de drones, où on s'est dit, bah, ça c'est super intéressant parce qu'en fait, l'intelligence artificielle va apporter des milliers de réponses différentes à une problématique. Et nous, on a la question inverse à répondre. On a des milliers de cyclistes et comment est-ce qu'on conçoit un vélo pour eux qui répondent à leurs besoins. Et donc, ça nous a vraiment intéressé, cette question d'intelligence artificielle et le potentiel de se dire comment est-ce qu'on répond demain à des utilisateurs comme ça avec ce type de technologie. Et puis au-delà du vélo, en fait, on a plein d'autres problématiques à résoudre, que ce soit le taillant du casque, pour avoir un casque toujours sur mesure, ou sur les semelles des chaussures de cycliste, comment est-ce qu'on peut aller chercher la bonne explosivité en fonction de la puissance de pédalage de chacun, et tout ça. Donc on s'est dit, derrière le sujet du vélo et de l'intelligence artificielle, en fait, il y a énormément de sujets qui sont intéressants pour nous. Et c'est le moment où on a contacté Autodesk, on leur a proposé notre projet. Parce que on n'avait pas d'expérience chez Decathlon dans ce domaine-là. Et puis, en tant que designer, moi, je peux essayer de faire de l'intelligence artificielle avec mon iPad, mais je suis très limité. C'était hyper constructif comme relation. Ils nous ont tout de suite répondu de manière très favorable. Et donc, on a commencé à bosser ensemble. La première question qu'on s'est posée, c'est par où on commence. Et donc, on a décidé ensemble de commencer par la fourche du vélo, parce que la fourche du vélo, on peut prendre en compte énormément de paramètres. Pour autant, on n'a pas besoin de travailler sur le taillant. Et donc, ça nous semblait plus simple pour commencer notre exploration. Très vite, on a compris que ce qui allait changer dans la façon d'approcher la création, c'est la data. Et en fait, travailler avec ce type de solution-là, ça veut dire qu'il faut nourrir l'algorithme avec des données. Et nous, on avait des données qui étaient très relatives au normatif, mais finalement assez peu au comportemental ou à l'utilisateur. Et en échangeant avec Autodesk, on s'est rendu compte qu'ils avaient fait des recherches avec une boîte qui s'appelle Anybody. Et donc, on a décidé de croiser toutes les données qu'on avait chez nous d'un point de vue industriel avec des données d'usage dans des cas de pédalage particuliers. Donc, on avait identifié 3 scénarios pour lesquels les data étaient disponibles sur la position aéro, le freinage d'urgence et le développement maximum de puissance au sprint. Et en fait, ça nous a donné plein d'informations pour renseigner le calcul. Ça nous a permis d'obtenir des premiers résultats. On a eu énormément d'itérations sur la façon d'adresser les données, de poser la question en fait, à l'algorithme jusqu'au moment où on a trouvé une forme et un rapport entre l'émotion et la performance qui nous semblait intéressant. Et en fait, c'est là où on est rentré dans une démarche de design plus traditionnelle où finalement, à la suite des premiers résultats de calcul, on s'est dit on adore cette approche-là, mais on a envie d'apporter autre chose. Et donc, on a eu des boucles itératives où on a calculé, modifié les domaines de calcul qu'on ouvrait à la machine ou fermé d'autres, redessiné, etc., en boucle. Et en fait, c'est là où c'est super intéressant parce qu'en fait, la puissance de la machine nous permet d'avoir plein de scénarios différents de réponse à la question qu'on a posée, où on va pouvoir amener notre dimension émotionnelle d'humain sur le feeling que j'ai avec cette solution-là ou celle-là, laquelle m'inspire le plus confiance, laquelle inspire le plus la performance, laquelle me semble la plus robuste.
et de croiser ça avec des datas tangibles sur la performance effective ou la robustesse effective du produit. Et donc, on a installé une routine comme ça où on a apporté de plus en plus de détails dans les résultats qu'on voulait obtenir. Et puis, on avait des loops où on donnait des datas, on calculait, on imprimait, on discutait avec les gens qui étaient autour sur le ressenti sur le produit. Et puis, on amendait le calcul et on refaisait une itération. Et puis là, il y a le Covid qui est arrivé. Donc, chez Decathlon, on a tous été chômage technique. Donc, on s'est occupé comme on a pu, faire des roulettes à pizza là, avec la machine intelligente. Ça nous a occupé les 2 mois qu'il fallait. Et quand on est revenu au business, on s'est dit bah, maintenant il est temps qu'on passe au vrai prototypage. Et donc là, on a défini en fait la voie finale qu'on voulait prendre. On a fait des protos cosmétiques dans un premier temps, donc avec des impressions en nylon sur lesquelles on a fait des coatings en métal. Donc l'idée c'était de s'approcher le plus possible du résultat final, mais tout en étant dans une maquette sur 3 outputs qu'on avait sélectionnés pour décider lequel nous convenait mieux et sur lequel on allait poursuivre le design sur le reste du vélo. Donc ça, c'est le vélo tel qu'il est aujourd'hui. Donc il y a encore plein de choses qui ne sont pas terminées. On a commencé à travailler sur le cadre, mais on n'a pas encore toutes les réponses. On a encore des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre, mais on bosse sur le sujet. Par contre, sur la fourche, on a des résultats qui sont plutôt pas mauvais. Et donc, ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, c'est de l'impression dans différents process de fabrication, différents matériaux. Parce que l'étape d'après pour nous, c'est la validation dans le monde réel des calculs qu'on a fait en virtuel. Pour autant, ce qu'on a appris jusqu'ici, c'est que l'IA et la création par l'humain ne s'opposent pas du tout. En fait, c'est un outil et ça permet au contraire de concentrer son temps sur d'autres choses et plutôt sur la partie étude de l'usage et étude émotionnelle, sur ce qu'on a envie de faire vivre à nos utilisateurs. Et donc, c'est plutôt un renfort en fait, du panel d'outils qu'on a déjà. Et puis ça, aussi une vertu, c'est de synchroniser les équipes conception, design dès le départ du projet. Et d'habitude, on a un fonctionnement qui est beaucoup plus en silo. Le design est souvent en avance de phase où on amorce de la création et puis après, on a du feedback du bureau d'études qui nous dit bah non, là ça marche pas, là ça marche pas, là ça marche pas. Et du coup, on revient en arrière, on refait. Des fois, il reste des cicatrices sur le produit de voies qu'on avait choisies, mais finalement, il faut revenir en arrière, mais on n'a pas complètement le temps de tout refaire. Et donc voilà. L'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait, on commence en direct avec un alignement entre l'ingénierie et le design sur la direction créative qu'on veut prendre, et ça, c'est super puissant. Pour autant, on reste dans un projet d'exploration, et ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est plutôt l'exploration de la partie amont, de la génération du design. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est la validation en conditions réelles des objets qu'on a créés. Parce qu'il y a une inconnue qui reste pour nous, c'est que le logiciel il fonctionne en statique. Et nous, nos produits, ils ont des problèmes de mécanique en fatigue. Quand on vient tirer 10 000 fois sur la fourche, c'est là où on commence à avoir des problèmes. Donc, on a un calcul qui est statique, on a des coefficients de sécurité qu'on a évalués justement pour parer à ça, mais il faut qu'on le vérifie dans le monde réel. Et si on vérifie ça, on va pouvoir rentrer dans la deuxième phase du projet, qui est l'exploration de l'aval, et donc de la transformation de l'industrialisation de ce type de création, qui est évidemment très différent de ce qu'on peut faire aujourd'hui, dans lequel il y a sûrement aussi beaucoup de pistes d'innovation à trouver. Mais voilà, donc on a fait la moitié du chemin aujourd'hui. Il faut qu'on valide un certain nombre de résultats qu'on a trouvés dans notre exploration. Et puis après, il y a une deuxième phase sur la partie aval du process de création. Dans la collaboration sur ce projet, on a aussi beaucoup parlé d'impact environnemental parce que c'est quelque chose qui nous anime chez Decathlon. On a des objectifs qui sont très ambitieux. Et ce dont on s'est rendu compte en discutant avec Zoé, qui s'occupait de cette partie-là chez Autodesk, c'est qu'en fait, dans la présentation des résultats et des données qui sont apportées par Fusion, il nous manque en réalité pas grand-chose pour traiter ces données comme si c'était en interprétation consommation CO2 ou footprint carbone.
Et on s'est dit, mais la prochaine évolution qui nous intéresse énormément, c'est de pouvoir arbitrer en émotionnel, performance, process de fabrication, poids environnemental. Et en fait, il y a énormément d'éléments dans la façon dont fonctionne Fusion aujourd'hui qui rendent ça a priori possible très rapidement. Et ça nous ouvre beaucoup d'espoir et de perspectives sur l'évolution de ce type de solution et de l'intérêt de l'intelligence artificielle dans la création. Et donc, si je dois résumer un peu ce qu'on a appris dans ce projet, la première chose, c'est la capitalisation de la performance et le fait qu'on travaille avec des données d'entrée qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser en conception, ou en tout cas pas sur ces process de fabrication-là. On s'est dit, mais finalement, c'est une vraie façon, génération après génération, de faire évoluer notre produit, toujours dans la bonne direction, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le deuxième intérêt, c'est que c'est un design fonctionnel, et nous, on adore ça chez Decathlon, on aime faire des produits qui sont très utiles, et enlever tout ce qui est superficiel, ça fait partie de notre approche sur la valeur coût. Le troisième point, c'est un processus de création qui monitore en data, et donc le fait d'avoir du retour en permanence qui soit argumenté techniquement, ça c'est une vraie opportunité d'innovation. Pour nous, il y a des opportunités d'innovation process aussi qui sont très importantes, parce que ça nous permet d'envisager des process qu'on n'utilise pas aujourd'hui. C'est une vraie perspective d'éco-conception tangible et de choix, et ça c'est top. Et puis enfin, en termes de collaboration entre le designer et l'ingénieur, pour nous, le fait de commencer le projet ensemble et d'avoir une forme d'aiguillage de la direction artistique qui se fait en tandem, c'est une super opportunité de renforcer la collaboration. Donc voilà un peu ce que j'avais envie de partager avec vous. Vous l'avez compris, c'est un projet de vision et c'est un projet exploratoire. Donc il y a plein de réponses, de questions plutôt qui s'ouvrent en même temps qu'on essaye d'apprendre. Mais nous, on a adoré travailler de cette façon-là parce que ça nous a éclairé sur la façon dont on peut faire vivre aussi les promesses qu'on a en tête pour nos utilisateurs. Ça nous donne des clés en fait pour rendre possible des choses qui sont possibles aujourd'hui. Et au tout départ du projet, on avait vraiment l'impression de faire de la science-fiction. Et en fait, plus on a avancé, plus moi, je me suis dit, mais finalement, en fait, on est en train de déverrouiller des trucs qui pourraient être très crédibles à moyen terme, mais pas dans 10 ans. Et donc, il faut qu'on continue à bosser. C'est un peu l'intérêt du projet aussi. En fait, on avait imaginé que ce soit plutôt un projet de recherche qui soit très limité dans le temps. Et aujourd'hui, on a une équipe d'ingénieurs qui prennent le relais pour valider un certain nombre d'éléments sur la fourche. Et donc, ça, c'est plutôt un bon signal pour nous, quoi. Il y a vraiment des choses à apprendre et que c'est concret. Donc, le vélo, il ne sera pas dans notre magasin demain matin. Mais par contre, l'intérêt qu'on porte à cette technologie, je pense, va influencer la façon dont on va fabriquer les vélos à long terme.